Camille Beaumont ordonna l'arrestation de Lucas Morel à l'instant précis où elle le vit sortir de la salle des archives classifiées, une clé USB chiffrée à la main. Debout devant l'ensemble de son conseil d'administration, elle l'accusa d'avoir volé des données propriétaires d'un projet d'infrastructure de 3 milliards d'euros et exigea que la police le menotte immédiatement. Lucas ne résista pas. Il se contenta de dire qu'elle arrêtait le mauvais homme. Lorsque le commissaire divisionnaire Marc Lefebvre ouvrit le portefeuille et découvrit à l'intérieur une carte fédérale noire, le sang se retira de son visage. Il retira lui-même les menottes, se tourna vers ses officiers et ordonna « Relâchez-le, tout de suite ». La tour Beaumont s'élevait sur 49 étages au-dessus du quartier de la Défense. Et ce matin-là, qui serait plus tard appelé les 36 heures les plus longues de l'histoire de l'entreprise, le bâtiment vibrait de la tension particulière des immenses attentes. Le hall avait été préparé pour l'occasion. Des panneaux de verre dépolis portant le logo du réseau Étoile Nord, des éclairages temporaires installés par une équipe qui avait travaillé toute la nuit, et une zone d'accueil où sénateurs, responsables des transports et journalistes de l'agence, étaient attendus dans moins de 48 heures pour le lancement cérémoniel d'un réseau de contrôle ferroviaire automatisé de 3 milliards d'euros. Camille Beaumont se tenait devant les baies vitrées du 45e étage, les bras croisés, regardant la circulation loin en contrebas, avec l'expression de quelqu'un qui avait passé la majeure partie d'une décennie à construire vers un seul instant et n'entendait laisser rien l'interrompre. Elle n'avait pas dormi plus de 4 heures, mais elle ne l'aurait avoué à personne dans l'immeuble. Le projet était dans les temps. Les unités de démonstration étaient opérationnelles et chaque membre de son conseil avait signé les certificats de conformité définitifs la veille au soir. L'alarme qui changea tout se déclencha à 7h14, activée par un capteur de proximité devant la salle d'archives restreinte du 47e étage. Ce niveau abritait les disques de sauvegarde physique de l'architecture de contrôle Étoile Nord. Non pas les serveurs de travail, mais les originaux vérifiés que l'équipe juridique de l'entreprise conservait scellés et catalogués pour les audits fédéraux. Sébastien Maréchal, directeur de la sécurité de Beaumont Méridien Système, fut le premier à atteindre le couloir, suivi de près par Camille et le directeur des opérations Bertrand Vaillant. Ce qu'ils découvrirent était un homme debout dans le couloir, devant la porte des archives, tenant une clé USB noir mat dans une main gantée, vêtu de la combinaison grise standard d'un technicien de maintenance sous-traitant. Lucas Morel avait 44 ans, une silhouette sèche, et cette immobilité particulière que l'on pouvait prendre pour de l'ennui quand on ne savait pas distinguer un homme qui n'avait rien à dire d'un homme qui se taisait volontairement. Il ne sursauta pas quand les 3 personnes tournèrent le coin. Il ne parut pas surpris. Sébastien parla le premier, d'une voix calculée pour les cadres qui avaient suivi Camille depuis l'étage supérieur. Il affirma que Lucas avait utilisé un badge d'accès volé pour entrer dans les archives, que les journaux internes montraient un transfert de données non autorisé, et que Lucas s'apprêtait à livrer le code source copié à un concurrent avant la fenêtre de lancement. Chaque phrase était prononcée avec la certitude entraînée de quelqu'un qui l'avait répétée. Camille écouta sans l'interrompre, son regard passant de Sébastien à la clé USB dans la main de Lucas, calculant en temps réel non pas les risques pour la sécurité ou l'ingénierie de l'entreprise, mais pour le calendrier de lancement et le regard des représentants fédéraux qui se tiendraient dans le hall dans 40 heures. Lucas attendit que Sébastien eût terminé, puis parla d'un ton égal, sans hâte, et dit qu'avant que quiconque prenne une décision irréversible, Camille devait verrouiller les serveurs principaux et suspendre le lancement, parce que quelque chose à l'intérieur du système Étoile Nord n'était pas ce que les certifications affirmaient. Camille l'entendit comme une menace, et ordonna l'arrestation. Elle fut précise dans ses instructions. Menottes, escorte hors des lieux, plainte pénale déposée avant midi. Et elle ne regarda pas Lucas en le disant. Il ne discuta pas. Il tendit les poignets sans expression, et lorsque les agents de sécurité du site s'avancèrent, il dit simplement, d'une voix assez basse pour que seuls ceux qui étaient tout près l'entendent, qu'elle faisait une erreur. Le commissaire divisionnaire Marc Lefebvre s'était déplacé en personne parce que l'incident avait été classé sous un protocole fédéral de protection des infrastructures critiques, et les protocoles de cette catégorie exigeaient la présence d'un haut responsable des forces de l'ordre. C'était un homme qui lisait les cartes avec attention, et lorsqu'il ouvrit le portefeuille qu'un agent de sécurité avait retiré de la veste de Lucas et lui avait tendu, il s'immobilisa. La carte à l'intérieur n'était pas une pièce d'identité de sous-traitant. Elle portait le sceau de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, rattaché au ministère des Transports, ainsi qu'un code de classification de mission que Marc Lefebvre reconnaissait d'un briefing
auquel il avait assisté 8 mois plus tôt. Il retira les menottes lui-même, se tourna vers les officiers à ses côtés et dit « Relâchez-le immédiatement ». L'étage exécutif se tut de la façon dont les pièces se taisent lorsque le sol se dérobe sous les pieds d'accatrés de gens qui croyaient en marcher sur du béton solide. Lucas rajusta son col, regarda au-delà de Camille vers les moniteurs affichant le flux en direct d'Étoile Nord sur le mur du fond, et dit que quelqu'un dans cette pièce venait d'envoyer une commande de suppression à l'ensemble des archives de sécurité. Marc Lefebvre n'éleva pas la voix lorsqu'il confirma l'identité de Lucas devant les cadres rassemblés. Il énonça simplement les faits comme un homme qui sait qu'ils vont tout réorganiser dans la pièce et qu'il est inutile de les adoucir. Lucas Morel était un agent spécial principal affecté à l'inspection générale, actuellement infiltré au sein de Beaumont Méridien System sous une ordonnance d'enquête scellée, et son statut opérationnel n'était connu que de 2 personnes à Paris, lui-même et un procureur du parquet national financier qui avait signé l'autorisation 4 mois plus tôt. L'enquête n'avait pas été révélée à la PDG, au conseil d'administration, ni au service juridique, parce que tous avaient été désignés comme sujets potentiels jusqu'à ce que les preuves les disculpent. Camille absorba cela avec la fureur particulière de quelqu'un qui a passé des années à exiger de la transparence à chaque niveau de son organisation et qui découvre soudain que la même exigence lui a été appliquée. Elle demanda comment un agent de l'inspection générale avait pu passer 4 mois à l'intérieur de son entreprise sans qu'elle le sache. Lucas répondit directement, sans excuse. Parce que si elle l'avait su, celui qui détournait de l'argent du budget d'Étoile Nord l'aurait su dans l'heure. La pièce bascula à nouveau. Isabelle Renard, directrice juridique de Beaumont Méridien, s'avança et demanda à examiner les credencials et l'autorisation scellée de manière indépendante. Minutieuse, méthodique, et refusant d'accepter la confirmation de Marc sans document qu'elle pourrait relire elle-même. Lucas lui tendit les 2 pièces sans hésitation et attendit qu'elle les lise dans le silence concentré de quelqu'un qui facture à l'heure et ne perd jamais une minute. Lorsqu'elle releva la tête, elle confirma que l'autorisation était valide, que le champ de la mission couvrait tout, de la fraude au marché public au sabotage d'infrastructures, et que toute entrave à l'enquête en cours exposait désormais chaque personne présente dans le couloir à des poursuites pénales fédérales. Bertrand Vaillant se tenait près du fond du groupe, les mains dans les poches de sa veste, l'expression arrangée en quelque chose qui ressemblait à une indignation maîtrisée. Il déclara que Lucas avait dépassé son mandat, que l'infiltration d'un agent sans notification du Conseil violait les termes du contrat fédéral, et que les avocats de l'entreprise déposeraient immédiatement un recours. Sa voix portait l'autorité mesurée d'un homme habitué à être le plus âgé et le plus expérimenté dans n'importe quelle pièce. Lucas ne discuta pas. Il reconnut que les recours juridiques étaient le droit de Bertrand, puis dit qu'il avait 3 choses à montrer à Camille avant que quiconque prenne d'autres décisions sur les droits qu'il entendait exercer. La première était un ensemble de résultats de tests de sécurité pour le protocole d'évitement de collision d'Étoile Nord, non pas les versions figurant dans le dossier officiel de l'entreprise, mais les originaux récupérés sur une partition de sauvegarde que l'équipe de Sébastien avait manqué lors d'un balayage système 6 semaines plus tôt. Les originaux montraient qu'une simulation réalisée au 3e mois de test avait placé 2 trains sur une voie convergente pendant 11 secondes avant qu'un opérateur ne reprenne le contrôle manuellement. La version de ce même rapport dans les archives officielles décrivait l'événement comme un écart mineur de calibrage de capteurs sans importance opérationnelle. Le deuxième élément était un grand livre de paiement à des sous-traitants montrant des décaissements à 7 entreprises au cours des 18 mois précédents, tous ayant passé le contrôle de conformité, sauf que 3 des noms d'entreprises ne correspondaient à aucune entité enregistrée en Île-de-France, en Normandie ou dans les Hauts-de-France. Le troisième était une ligne de code signalée lors d'un examen de l'architecture système que Lucas avait mené sous couvert de son rôle de maintenance de routine. Aucune désignation dans le code de base officiel, en sommeil à l'intérieur du module de routage des trains, niché 6 couches sous l'interface que les ingénieurs certifiés examinaient lors des audits standards. Sébastien déclara à la pièce que les images de caméra montraient clairement Lucas retirant la clé USB sans autorisation. Lucas répondit en demandant à voir les images non montées, plutôt que le segment qui avait été découpé et horodaté. Avant que quiconque puisse récupérer l'enregistrement complet, le serveur central des caméras du 47e étage se mit hors ligne. La commande de suppression qui avait été émise depuis le compte exécutif de Camille portait un horodatage de 7h09, 5 minutes avant que l'alarme des archives ne se déclenche,
et 11 minutes avant que Camille n'arrive au 47e étage. L'écart n'était pas une erreur technique. Isabelle le souligna tranquillement et observa l'expression de Camille passer de la surprise à quelque chose de plus dur. La réalisation que le sol sous ses pieds était miné depuis plus longtemps qu'elle ne le savait. Camille déclara d'un ton plat qu'elle n'était pas à son poste de travail à 7h09. Elle était dans la salle de conférence exécutive du 45e étage avec 6 autres personnes, dont l'officier de liaison de Marc Lefebvre, qui pouvait confirmer sa localisation. L'horodatage prouvait que quelqu'un ayant accès à ses identifiants avait utilisé son compte en son absence. Et la question qui suivait ce fait, qui, et depuis combien de temps, était celle qui commença à changer la forme de toutes les autres réponses dans la pièce. Lucas demanda le dispositif d'authentification de Camille, le jeton matériel utilisé pour confirmer les commandes à haut niveau de sécurité. Il l'examina moins d'une minute avant de trouver ce qu'il cherchait. Des preuves que le certificat cryptographique du dispositif avait été cloné, ce qui signifiait qu'un double existait quelque part, capable de générer des commandes indiscernables des siennes. Il trouva également des traces d'un logiciel de collecte audio sur le téléphone mobile qu'elle utilisait pour les appels du conseil. Pas le genre de logiciel qui s'annonçait dans un menu d'autorisation, mais un écouteur passif installé au niveau du firmware, conçu pour capturer des échantillons de voix suffisants pour reproduire les modèles d'authentification dans les systèmes qui utilisaient la confirmation vocale. La signature de l'installateur pointait vers une fenêtre de maintenance 6 mois plus tôt, lors d'une mise à niveau de sécurité de routine que le service de Sébastien Maréchal avait supervisé. Un dispositif pas plus grand qu'un ongle avait été trouvé sous le dessous du bureau principal de Camille, incrusté dans le chemin de câble, émettant vers un relais externe à des intervalles irréguliers qui correspondaient, nota Lucas sans élever la voix, à chaque réunion de décision importante que Camille avait tenue dans ce bureau au cours des 6 mois précédents. Les seuls personnels ayant un accès non escorté à la suite exécutive en dehors des heures de bureau étaient Bertrand Vaillant, Sébastien Maréchal et 2 membres de l'équipe des installations de nuit. Bertrand réagit comme il réagissait toujours lorsque les murs se resserraient, calmement et avec une autorité institutionnelle considérable. Il dit aux membres du conseil et au personnel juridique rassemblé que les preuves présentées par Lucas étaient circonstancielles, qu'elles servaient à détourner l'attention du fait qu'un agent de l'inspection générale avait été secrètement infiltré dans l'entreprise sans divulgation appropriée, et que la prochaine étape appropriée était de convoquer une session extraordinaire du conseil pour envisager de placer Camille en congé administratif temporaire pendant qu'un auditeur indépendant examinait la situation. Il le formula comme une question de protection de l'entreprise contre la responsabilité, et il le formula avec la chaleur entraînée d'un homme qui formulait des choses dans les salles de conseil depuis 2 décennies. Lucas dit à la pièce que convoquer ce vote était précisément ce que souhaitait la personne qui avait installé le dispositif de surveillance, parce que le moment où l'autorité de Camille serait suspendue, les contrôles d'accès qu'elle détenait personnellement sur la séquence de lancement d'Étoile Nord passeraient au prochain dirigeant désigné, le directeur des opérations. Camille regarda le dispositif que Lucas avait posé sur la table de conférence, puis le rapport de sécurité modifié, puis le grand livre des sous-traitants. Elle dit à Lucas qu'elle n'était pas encore prête à accepter tout ce qu'il disait sans vérification indépendante, et il répondit que c'était raisonnable et qu'il ne le lui demandait pas. Il lui demandait une seule chose, verrouiller les tâches d'accès exécutif et suspendre le lancement jusqu'à ce que la vérification soit terminée. Bertrand déclara que suspendre le lancement coûterait à l'entreprise des centaines de millions d'euros en pénalités et en confiance des investisseurs, et que cela détruirait le soutien parlementaire dont dépendait le programme Étoile Nord. Camille autorisa le confinement de l'étage sans lui répondre. Puis Lucas lui dit quelque chose qui fit retomber un silence absolu dans la pièce. Le code dormant qu'il avait signalé à l'intérieur du module de routage n'attendait pas le lancement. Il avait été programmé pour s'activer selon son propre compte à rebours, et ce compte à rebours n'avait plus que 35 heures. Le problème de l'interrupteur mort n'était pas seulement qu'il existait, c'était l'endroit où il existait. Lucas passa 20 minutes devant le tableau blanc à expliquer ce que ces 4 mois à l'intérieur du système lui avaient appris, et le tableau qu'il dressa ne permettait aucune solution facile. Le réseau Étoile Nord avait déjà été intégré en capacité réelle avec 3 corridors ferroviaires actifs traversant la grande région parisienne, ce qui signifiait que le réseau de test n'était plus entièrement théorique. Il touchait de vraies infrastructures, de vrais systèmes d'aiguillage, de vrais protocoles de freinage d'urgence que les trains actifs utilisaient dans leurs opérations quotidiennes. Déconnecter le réseau proprement nécessiterait un arrêt séquencé exécuté dans un ordre précis,
et cet ordre précis exigeait l'accès à un code d'autorisation maître qui se trouvait à l'intérieur du module de routage lui-même, dans la même partition où l'interrupteur mort avait été installé. L'interrupteur mort avait été conçu par celui qui l'avait planté pour résister exactement à ce genre d'intervention. Il contenait un protocole anti-intrusion qui interpréterait une tentative d'arrêt non autorisée comme un événement déclencheur et accélérerait sa propre activation. Les données de Léa Durand arrivèrent par transfert sécurisé à 9h40 et comblèrent l'architecture financière que Lucas n'avait pas encore pu prouver directement. Léa était une analyste financière principale rattachée à la même task force fédérale que Lucas, et elle avait passé les 4 mois de l'enquête à retracer des paiements à des sous-traitants qui ne menaient jamais tout à fait à des entreprises vérifiables. Le rapport qu'elle envoya documentait 7 entités qui avaient collectivement reçu plus de 480 millions d'euros de décaissement de sous-traitance du budget d'Étoile Nord, et il documentait le fil commun qui reliait les 7. Chacune d'elles remontait à un véhicule d'investissement privé enregistré au Luxembourg sous le nom de Vaillant Strategic Holdings, constitué 22 ans plus tôt sous un nom légèrement différent de celui qu'il était devenu depuis, d'une manière spécifiquement conçue pour survivre à une recherche nominale de routine sans déclencher d'alerte de conflit d'intérêts. La réponse de Bertrand fut de nier toute propriété et d'affirmer que sa signature numérique sur les autorisations de transfert concernées avait été falsifiée de la même façon que les identifiants de Camille avaient été utilisés sans son consentement. Et il le dit avec la même conviction stable qu'il avait déployée pour chaque autre dénégation au cours des 2 heures précédentes, ce qui était exactement le genre de réponse impossible à réfuter immédiatement. Sébastien produisit un nouveau document, un journal d'accès technique, montrant que les propres identifiants de maintenance de Lucas avaient été utilisés pour accéder au module de routage d'Étoile Nord à 2h17 du matin, à la date de l'incident de quasi-collision 3 mois plus tôt. L'implication était claire. Si Lucas avait été à l'intérieur du système avant que l'incident ne se produise, il n'était pas un enquêteur, mais un participant. Lucas confirma l'accès sans cligner des yeux et dit qu'il était entré dans le système à 2h17 parce qu'il avait reçu une alerte automatisée indiquant un trafic de commandes anormal dans le module de routage, et que le journal d'accès que Sébastien tenait confirmait que Lucas n'avait envoyé aucune commande, seulement lu une capture de paquet qu'il avait ensuite transmise au dépôt de fichiers sécurisé de Léa. Camille était assise entre 2 versions de la même histoire, et ne dit rien, ce que Lucas avait appris à lire comme une forme de réflexion plutôt que d'indécision. Isabelle Renard trouva la clause d'assurance dans un dépôt que ni Bertrand ni Sébastien n'avaient mentionné. La police d'assurance responsabilité infrastructure de Beaumont-Méridien avait été restructurée 4 mois plus tôt, et la restructuration incluait une clause de contingence d'un peu plus de 900 millions d'euros qui s'activerait si le réseau Étoile Nord était placé sous suspension réglementaire à la suite d'un incident de sécurité. Et le bénéficiaire en cas d'activation de cette clause n'était pas Beaumont-Méridien, mais un groupe d'investissement de capital constitué aux îles Caïmans 6 ans plus tôt, sous un nom que la trace financière de Léa relierait plus tard directement au réseau de holding privé de Bertrand Vaillant. Marc avait entre-temps commencé sa propre revue interne, et ce qu'il trouva confirma le dernier élément de l'architecture préalable à l'arrestation. Les documents du mandat de détention de Lucas avaient été rédigés et présignés par 2 de ses propres officiers avant que Camille n'ait passé le moindre appel. Les 2 officiers, dont les noms figuraient sur le mandat pré-rédigé, avaient tous 2 traité des remboursements de frais au cours des 3 mois précédents par l'intermédiaire d'une société de sous-traitance dont l'adresse enregistrée était un bureau dans le même immeuble qui abritait l'une des opérations de conseil privé de Sébastien Maréchal. Marc les retira du service à 11h du matin sans annonce et sans explication à quiconque en dehors de sa chaîne de commandement. Et il organisa le transfert du dossier de preuves complet assemblé par l'équipe de Lucas vers un dépôt fédéral sécurisé, plutôt que de le laisser dans le système de gestion des preuves du commissariat de ville. Le piège, comme Lucas l'expliqua à Camille dans un coin tranquille de la salle de conférence tandis que le reste de l'étage bourdonnait d'appels juridiques et de revues de sécurité, avait été construit avec une logique précise. Sébastien était entré dans la salle des archives 12 minutes avant l'arrivée de Lucas en utilisant ses propres identifiants d'accès légitimes pour placer une clé USB dans le sac à outils que Lucas gardait dans un casier de maintenance du même étage. Il avait ensuite découpé 17 secondes de l'enregistrement de la caméra du couloir, non pas l'enregistrement complet, parce qu'une coupure totale aurait déclenché automatiquement le système, mais juste assez pour supprimer toute image de sa propre entrée. Et il avait déclenché délibérément l'alarme de proximité, synchronisée pour coïncider avec le moment où Lucas sortirait après avoir terminé sa propre collecte de preuves.
Il avait alerté Camille plutôt que de contacter la sécurité par le canal normal, parce que le but n'était pas de traiter un vol. C'était de créer une arrestation publique visible par le plus grand nombre possible de cadres et d'observateurs du Conseil. Le but de l'arrestation n'avait pas été de condamner Lucas. Ça avait été de l'exposer. Une fois l'identité de Lucas compromise et sa couverture fédérale détruite, l'enquête perdrait son accès infiltré. Toute preuve qu'il aurait rassemblée ferait face à des défis de chaîne de possession devant les tribunaux, et la task force aurait besoin de mois pour reconstruire sa présence opérationnelle. Plus que suffisant pour que le lancement d'Étoile Nord aille de l'avant, pour que l'événement de l'interrupteur mort se déroule comme prévu, et pour que la restructuration post-incident de la direction de l'entreprise se poursuive sans interférence. Camille écouta la reconstitution sans l'interrompre, et lorsque Lucas eut terminé, elle posa la question qui était restée dans la pièce pendant les dernières heures. Pourquoi n'avait-il pas simplement montré ses crédentials au moment où elle avait ordonné l'arrestation ? Il lui répondit que le moment où quelqu'un est publiquement acculé et révèle une issue, on n'apprend rien sur celui qui voulait l'acculer. Et en restant immobile et en attendant, il avait observé la pièce, et Bertrand avait envoyé un message depuis son appareil personnel dans les 90 secondes suivant la pause des menottes, avant qu'aucune notification officielle n'ait été acheminée par le système de communication du bâtiment. Le message avait été partiellement récupéré par le logiciel de Léa avant qu'une tentative d'effacement à distance puisse s'achever, et il disait « Morel a été retiré. Lancez la phase finale. » Bertrand qualifia le message récupéré de fabrication assemblé à partir de fragments, et présenté sans chaîne forensique appropriée. Et il le dit depuis le centre de la salle de conférence, avec le confort particulier d'un homme qui a passé des décennies à comprendre que celui qui contrôle le récit contrôle l'issue. Lucas ne contesta pas le déni. Il dit qu'il n'avait pas encore la pièce finale dont il avait besoin pour clore l'affaire contre Bertrand directement. Et que jusqu'à ce qu'il l'ait, la chose la plus dangereuse que quiconque dans la pièce puisse faire était de confronter Bertrand d'une manière qui lui donnerait une raison d'accélérer le calendrier. Camille se dirigea vers les fenêtres, regarda la ville en contrebas un instant, puis se retourna et offrit des excuses formelles pour avoir ordonné l'arrestation avant de vérifier les faits. Lucas les accepta et lui dit que la seule chose que ces excuses devaient en signifier était une décision sur ce qui suivrait. Elle accorda un accès système complet à l'équipe de Lucas, et en 3 heures le balayage forensique avait renvoyé le plan complet de ce que Bertrand construisait. Un protocole post-incident en 12 étapes qui commençait par la suspension de Camille, passait par la nomination intérimaire de Bertrand comme PDG, et se terminait par la vente de l'architecture de contrôle d'Étoile Nord à un syndicat privé qui existait dans le même réseau d'ombre que Vaillant Strategic Holdings. Bertrand Vaillant fit son offre dans un appel téléphonique qui dura 4 minutes et 20 secondes, passé à un moment qu'il avait calculé pour trouver Lucas seul. Fin d'après-midi, entre la fin de la session principale de revue forensique et le début du débriefing juridique du soir. Il n'admit rien directement, parce qu'il avait passé 30 ans à s'assurer de n'être jamais l'homme dans la pièce lorsque quelque chose qui pouvait être admis se produisait. Au lieu de cela, il dit qu'un homme dont la fille de 19 ans étudiait l'analyse des systèmes dans une université qu'il nomma avec précision et sans hésitation avait certaines priorités qu'un salaire fédéral ne pouvait facilement soutenir, et que 5 millions d'euros transférés sur un compte au choix de Lucas avant minuit permettraient à tous les deux d'avancer à partir d'une situation qui était encore, techniquement, sans conclusion. Il le dit agréablement, sur le ton d'un homme qui vient de proposer un échange très raisonnable et qui vous fait la courtoisie de prétendre que vous avez un véritable choix. Et il raccrocha sans attendre de réponse. Dans l'heure qui suivit, l'identité de Lucas avait fuité vers un service de presse. Non pas les grandes agences, mais un média régional qui couvrait la politique de l'Île-de-France et avait un appétit particulier pour les histoires d'agences fédérales, qui faisaient apparaître les enquêteurs gouvernementaux comme excessifs et irresponsables. 3 journalistes se présentèrent près du campus universitaire de Chloé Morel avant la fin de la soirée, et un 4e contacta le secrétariat de son département pour demander une déclaration du corps enseignant au sujet d'une étudiante liée à une enquête fédérale en cours. Lucas l'apprit par le système d'alerte que Léa avait mis en place précisément pour ce genre de brèche, et le sentiment qui le traversa en lisant la notification n'était pas de la peur, mais quelque chose de plus froid et de plus familier. L'épuisement particulier d'un homme qui a passé des années à calculer entre ce que le travail exige et ce qu'il coûte à la personne qui n'a pas choisi ce travail. Il s'assit avec cela pendant 20 minutes,
Puis l'équipe juridique de Camille émit une injonction bloquant la publication de toute information reliant Chloé à l'affaire, au motif de la protection de la vie privée d'un tiers dans le cadre d'une enquête fédérale active, et l'article ne parut pas. Camille dit à Lucas en privé qu'elle avait autorisé l'injonction, non pas parce que l'enquête l'exigeait, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Et qu'il était libre de quitter Paris et de remettre le dossier actif aux collègues en qui il avait le plus confiance, et qu'elle ne lui en voudrait pas. Il apprécia la précision. Elle ne lui demandait pas de rester, ce qui signifiait que s'il restait, ce serait parce qu'il l'avait choisi. Chloé l'appela à 20h15 et dit qu'elle avait vu la tentative de couverture et voulait qu'il sache qu'elle allait bien. Puis elle dit la chose qui trancha. Qu'elle n'avait pas besoin qu'il disparaisse pour se sentir protégée. Et que ce dont elle avait besoin, c'était qu'il rentre à la maison quand ce serait fini, sans porter le poids de quelque chose laissé inachevé. Lucas organisa une rencontre avec Bertrand pour le lendemain matin dans un dépôt de maintenance désaffecté à l'est de la ville. L'une des installations de transit désactivées lorsque le projet Étoile Nord avait commencé à absorber les financements de l'ancienne infrastructure de ligne. Un bâtiment sans caméras actives et sans personnel, ce qui était précisément pourquoi Bertrand accepta sans poser de questions. Lucas portait un enregistreur audio dissimulé, et Bertrand fut prudent de ne rien dire, qui constitue un aveu direct, mais il en dit assez. Il dit que l'événement de perturbation durerait exactement 12 minutes, que cette fenêtre de 12 minutes était le chiffre qu'il avait testé et le chiffre qui fonctionnait. Il demanda la clé USB chiffrée en échange des 5 millions. Et lorsque Lucas dit qu'il avait besoin de vérifier le transfert avant de remettre la clé, Bertrand sortit un appareil et autorisa une transaction de test depuis un compte enregistré au nom d'une société appelée Méridien Capital Solutions. Léa traça le compte avant que la voiture de Bertrand n'atteigne l'autoroute, et ce qu'elle trouva à l'autre bout de la transaction était une position de vente à découvert contre l'action Beaumont Méridien d'une valeur de 230 millions d'euros. La décision de laisser la cérémonie de lancement se dérouler sous une forme modifiée que le public et la communauté des investisseurs percevraient en taille comme normale, mais que Lucas et Camille avaient passé la nuit précédente à vider silencieusement de tout ce qui pouvait mal tourner, ne fut pas prise facilement et non sans désaccord. Léa argumenta en faveur d'un arrêt fédéral complet du réseau, du dépôt immédiat de charges et du laisser-faire des tribunaux pour gérer les retombées. Marc dit qu'un arrêt public alerterait les contacts financiers de Bertrand avant que les positions de trading puissent être gelées, permettant au réseau de vente à découvert de se défaire avant le gel réglementaire. Lucas souligna que l'interrupteur mort avait été conçu pour s'activer selon son propre calendrier, que le lancement ait lieu ou non, ce qui signifiait que retirer la cérémonie n'arrêterait pas le code. Cela ne ferait que supprimer l'environnement contrôlé dans lequel ils avaient dans la meilleure chance de le contenir. Camille ne dit rien pendant la discussion, puis posa une seule question. S'ils exécutaient le plan correctement, y aurait-il des blessés? Lucas répondit « Pas si on le fait bien ». Elle dit alors qu'ils le feraient bien. Toute la nuit, ils travaillèrent d'Oxium sur 3 voies Taconwo parallèles. L'équipe d'ingénieurs que la task force de Lucas avait infiltrés dans les postes d'aiguillage clés le long du corridor Étoile Nord convertit discrètement les 3 trains de démonstration d'un statut opérationnel en un statut de maintenance uniquement, qui paraissait identique sur le flux de surveillance externe, mais les isolait des commandes de routage actives. Les systèmes de freinage mécanique de chaque unité furent physiquement découplés du module de l'interrupteur mort au niveau matériel, non pas par logiciel, parce que tout dans la couche logicielle était visible pour l'accès de surveillance de Bertrand, mais par des déconnexions manuelles au niveau des tableaux de relais à l'intérieur de chaque cabine, effectuées par des techniciens à qui l'on avait seulement dit qu'une inspection réglementaire l'exigeait. Un réseau fantôme parallèle fut construit pendant la nuit dans la salle des serveurs du sous-sol du centre d'opération secondaire de l'autorité de transport, à 3 rues de la Tour Beaumont. Un miroir de l'architecture de routage d'Étoile Nord, qui recevrait les commandes de l'interrupteur mort, et y répondrait avec un comportement système réaliste, gagnant du temps pendant que le vrai réseau restait isolé. Camille publia une déclaration publique à 7h du matin, confirmant que le lancement se déroulait comme prévu, et que Lucas Morel avait été retiré de l'accès au site dans l'attente d'un examen de l'incident de la veille. La déclaration était précisément rédigée et précisément fausse dans les aspects de ce qui comptait, et chaque grand média qui couvrait le projet Étoile Nord l'a repris sans remettre en question son postulat de base. À la mi-matinée, Lucas opérait depuis une salle d'équipement réaffectée au rez-de-chaussée du bâtiment de l'autorité de transport, dirigeant l'équipe de réponse à travers une structure de commandement qui n'avait aucune trace dans aucun système officiel. Sébastien trouva la salle.
Lucas avait envisagé la possibilité et avait laissé une trace délibérée dans le journal d'entrée du bâtiment. Pas assez pour la rendre évidente, mais assez pour qu'un homme qui cherchait activement et connaissait ses habitudes opérationnelles puisse la reconstituer s'il était patient et minutieux. Sébastien rapporta l'emplacement à Bertrand avant midi, et l'information fit ce que Lucas avait prévu. Elle convainquit Bertrand qu'attendre la fenêtre de lancement prévue comportait plus de risques que d'agir plus tôt. À 12h40 de l'après-midi, alors que la cérémonie était encore à 7h, et que les corridors de transit assuraient leur service normal de mi-journée, le système Étoile Nord commença à recevoir des commandes qui ne provenaient pas du centre d'opération de Beaumont-Méridien. Les signaux de routage sur 3 lignes passèrent du vert au rouge sans intervention d'opérateur. Et les 2 trains de maintenance commencèrent à recevoir des instructions de mouvement contradictoires provenant d'une source extérieure à la hiérarchie de commandement standard. Lucas regarda le réseau fantôme absorber les commandes entrantes et comprit, avec une froideur qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce, que Bertrand avait décidé qu'un événement contrôlé pendant les heures les plus fréquentées de la journée causerait plus de dommages qu'une cérémonie soignée. Le compte à rebours sur le moniteur secondaire affichait 12 minutes. Lucas passa sur le canal reliant les 5 superviseurs de postes d'aiguillage qui avaient été briefés et positionnés le long du corridor de démonstration. Ces instructions étaient pas sans précises et rapides. Chaque poste devait achever un basculement manuel vers le contrôle mécanique dans les 90 secondes, isolant leur segment de voix de toute commande numérique, quelle qu'en soit l'origine, en utilisant les systèmes de levier physique qui existaient dans chaque poste d'aiguillage comme exigence réglementaire et que Bertrand n'avait pas pensé à prendre en compte parce qu'il n'avait jamais passé de temps dans un poste d'aiguillage et ne savait pas à quoi servir les leviers. 4 des 5 postes confirmèrent le basculement dans les délais. Le 5e revint avec un mécanisme coincé et un retard de 12 secondes, ce qui était 12 secondes de plus que ce que le plan avait prévu. Et Lucas retint son souffle de la façon dont on retient son souffle lorsque le chiffre que l'on compte est celui qui sépare une situation récupérable d'une situation qui ne l'est pas. Camille ne quitta pas le centre d'opération. On lui avait conseillé de se retirer et de laisser l'équipe technique gérer la réponse. Et elle avait écouté le conseil puis l'avait écarté parce qu'elle avait décidé quelque part au cours de la nuit précédente que la différence entre un dirigeant et un administrateur était d'être présent lorsque la chose que l'on avait construite était mise à l'épreuve. Elle prit la ligne directe avec les responsables de chacun des 3 corridors affectés, s'identifia et leur dit exactement ce qui se passait. Pas une version aseptisée, pas une réassurance, mais la vérité opérationnelle. Et elle leur dit ce dont elle avait besoin de chacun d'eux et leur dit qu'elle restait en ligne. La séquence de l'interrupteur mort s'exécuta comme prévu. De faux signaux verrouillèrent les tableaux d'affichage numérique. L'interface de routage sur les moniteurs du centre d'opération montra que l'autorité de commande avait été transférée à un code de désignation correspondant au compte exécutif de Camille. Et les 2 trains de maintenance commencèrent à accélérer l'un vers l'autre sur ce que le système croyait être une approche partagée vers la jonction centrale de démonstration. Lucas ne pouvait pas supprimer directement le code de l'interrupteur mort. Toute tentative d'accéder à la partition du code pendant un cycle d'exécution active déclencherait le dispositif de sécurité, un déploiement complet des freins d'urgence sur les 3 corridors simultanément, ce qui immobiliserait des trains en plein segment et bloquerait l'accès des véhicules d'urgence le long de 3 axes de transit majeurs, créant exactement le genre de panne d'infrastructure publique visible sur laquelle la position de vente à découvert de Bertrand était construite pour profiter. Au lieu de cela, Lucas avait besoin que l'interrupteur mort croie avoir réussi. Il devait construire une séquence de commandes qui imiterait les suites d'un événement de perturbation achevé d'une manière qui satisferait les critères d'achèvement du code et le ferait s'arrêter avant que les vrais trains n'atteignent le point de jonction. Camille entra son code d'authentification exécutive dans l'interface de commande et soutint le regard de Lucas pendant exactement le temps qu'il lui fallut pour comprendre ce qu'elle autorisait, c'est-à-dire un enregistrement qui montrerait son compte générant les commandes qui avaient neutralisé la crise et qui pourrait plus tard être présenté par un avocat hostile comme une preuve qu'elle avait été aux commandes depuis le début. Elle l'entra quand même. Les 2 trains de maintenance furent redirigés sur ces branches auxiliaires séparées avant d'atteindre le segment partagé. L'un vers le dépôt de maintenance et l'autre vers le triage nord. Et tous 2 s'arrêtèrent de manière contrôlée dans leur zone de sécurité respective, tandis que l'interrupteur mort enregistrait son propre achèvement et commençait son cycle de nettoyage post-exécution. Les outils de surveillance passive de Léa,
fonctionnant dans la couche de données du réseau fantôme, capturèrent l'adresse source de chaque paquet de commande que l'interrupteur mort avait transmis pendant sa fenêtre de 12 minutes, et l'adresse source se résolut à un terminal de l'étage exécutif privé de la tour Beaumont, l'étage accessible uniquement à Bertrand Vaillant et aux 2 collaborateurs personnels qui travaillaient sous sa supervision directe. Sébastien avait verrouillé la salle d'opération centrale et tentait de retirer physiquement le réseau de disques de sauvegarde lorsque Marc Lefebvre arriva à l'étage avec un mandat de perquisition et 3 officiers fédéraux. Et l'expression sur le visage de Sébastien lorsqu'il vit les papiers fut celle d'un homme qui vient de comprendre que la personne qui avait promis de le protéger est la même qui a inscrit son nom sur chaque document qui avait besoin d'un coupable. Bertrand convoqua lui-même la réunion d'urgence du conseil, ce qui était le genre de geste qu'un homme très confiant ou un homme très désespéré fait lorsque les murs se referment déjà. Et dans le cas de Bertrand, la ligne entre les deux avait toujours été plus fine que ne le comprenaient ceux qui l'admiraient. Il se tenait à la tête de la table de la salle de conférence exécutive à 16h30 et dit au conseil et au personnel juridique senior rassemblé que Camille avait ignoré des alertes de sécurité documentées, que Lucas Morel avait mené une intervention système illégale sous le couvert d'une enquête fédérale qui dépassait son champ d'autorisation, et que Sébastien Maréchal avait agi sans instruction de quiconque au-dessus de lui et ferait face aux conséquences que les preuves soutiendraient. Il le dit avec l'autorité entraînée d'un homme présentant un rapport trimestriel, structuré, calme et anticipant déjà les questions. Il ne savait pas, en le disant, que 3 personnes étaient entrées dans le bâtiment derrière lui. Lucas entra avec Marc à sa gauche et Léa Durand à sa droite. Et Isabelle Renard apparut depuis le couloir latéral où elle attendait. Et les 4 se placèrent à l'autre extrémité de la table, avec la confiance tranquille particulière de gens qui portent un poids depuis longtemps et ont décidé que c'est ici qu'ils le déposent. Bertrand regarda Lucas de la façon dont les hommes regardent les problèmes qu'ils croyaient déjà résolus, et il tenta une dernière fois de contrôler le récit. Il traita Lucas de sous-traitant avec un badge qui avait exploité une crédentiale fédérale pour interférer dans une entreprise privée, et il invita le conseil à considérer qui avait le plus de crédibilité institutionnelle. Une entreprise qui construisait des infrastructures publiques depuis 40 ans, ou un homme qui avait passé 4 mois à faire semblant de réparer des circuits. Léa ouvrit son ordinateur portable et commença à présenter sans préambule. La trace financière couvrait chaque transaction du réseau de 7 sociétés écrans, chaque décaissement du budget d'Étoile Nord qui avait transité par Vaillant Strategic Holdings, et chaque position de vente à découvert ouverte contre l'action Beaumont Méridien dans les 3 mois précédant l'événement de perturbation prévu. Une position qui aurait généré des rendements de plus de 200 millions d'euros si la panne du réseau s'était déroulée comme prévu. Le journal des commandes de l'interrupteur mort montrait le terminal d'origine avec une précision qu'aucun défi forensique ne pouvait raisonnablement contester. L'enregistrement audio du dépôt de maintenance capturait le calcul des 12 minutes de Bertrand, sa description de ce à quoi ressembleraient les suites, et son instruction à Lucas de quitter la ville, et même filtré par les limitations d'un appareil dissimulé dans un espace ouvert, c'était suffisamment clair. Le téléphone de Sébastien, remis à Marc en échange d'un accord de coopération, contenait 17 mois de messages d'instruction directe, de calendriers opérationnels, de changements de code d'accès, le segment de caméra précis à découper, et le langage exact du mandat d'arrêt pré-rédigé. Isabelle posa le dernier document sur la table, un audit croisé montrant que Bertrand avait intercepté et supprimé 17 rapports de sécurité interne sur 2 ans avant qu'ils n'atteignent le bureau de Camille, les remplaçant par des résumés édités qui retiraient chaque constatation au-dessus d'un seuil qui aurait exigé une notification exécutive. Camille se leva devant le conseil et dit simplement qu'elle avait ordonné l'arrestation d'un agent fédéral sans vérification, qu'elle avait eu tort de le faire, et que le conseil devait intégrer son jugement dans ce moment à quelque évaluation de son leadership qu'il jugerait nécessaire. Marc s'avança lorsque Bertrand tenta de partir, et les officiers fédéraux qui étaient entrés derrière le groupe de Lucas achevèrent l'arrestation avec l'efficacité qui n'est possible que lorsque les papiers sont prêts depuis plusieurs heures, et que tout le monde n'attend que le bon moment pour s'en servir. Les charges furent lues sans cérémonie. Association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude informatique, fraude aux marchés publics fédéraux, corruption d'agents publics, interférence délibérée avec un système de transport financé par l'État, obstruction à une enquête fédérale, et association de malfaiteurs en vue d'une fraude boursière. Lorsque la pièce fut à nouveau silencieuse, Bertrand se tourna vers Lucas et demanda, sur le ton plat d'un homme qui n'a plus rien à protéger, « Pourquoi un agent fédéral senior passerait 4 mois à laisser les gens le traiter comme un réparateur ?»
Lucas le regarda un instant et dit « Parce que les coupables ont tendance à parler librement lorsqu'ils croient que l'homme qui se tient devant eux n'a aucun pouvoir. Les procédures judiciaires qui suivirent furent efficaces de la façon dont les affaires le sont lorsque les preuves sont abondantes et que la coopération des prévenus secondaires est volontaire et précoce. » Sébastien conclut un accord de plaider coupable dans les 2 semaines suivant l'arrestation, fournissant un témoignage qui confirmait le calendrier de la mise en place des archives, la manipulation de la caméra et la chaîne d'instructions qu'il avait reçue par message chiffré au cours des 8 mois précédents. Les 2 officiers que Marc avait suspendus furent enquêtés simultanément par la commission d'éthique de la police et par les autorités fédérales, et tous 2 furent séparés du service avant la première audience. Bertrand Vaillant fut maintenu en détention provisoire sur le seul chef de fraude boursière, et le juge lors de l'audience préliminaire nota, sans sympathie apparente, que la taille de la position de vente à découvert et la précision de son timing suggéraient un niveau de préméditation incompatible avec les conditions de liberté provisoire proposées par ses avocats. Le réseau Étoile Nord fut placé sous examen d'une commission de sécurité indépendante, non démantelée, parce que Lucas avait soumis à l'Office fédéral des transports une documentation confirmant que l'architecture de routage central était structurellement saine, et que la fraude avait été superposée à un système qui, correctement audité et reconstruit, représentait une réelle avancée dans la gestion de la sécurité ferroviaire. L'examen était prévu pour durer 14 mois, et Camille accepta le calendrier sans se plaindre, et commença la restructuration qu'exigeait l'examen. La division de conformité sécurité fut séparée de l'autorité opérationnelle du directeur des opérations et reçut un accès de reporting direct au Conseil. Toute constatation classée à risque au-dessus d'un seuil de gravité défini devait atteindre le bureau de la PDG non édité et dans les 24 heures. Aucun dirigeant unique ne pouvait détenir simultanément l'autorité sur les données opérationnelles et les fonctions d'audit financier, et un canal de divulgation protégé fut établi pour que le personnel d'ingénierie puisse signaler des préoccupations de sécurité en dehors de la hiérarchie de management normale. Elle annonça les changements lors d'une réunion de l'ensemble de l'entreprise et les annonça sans consultant en communication dans la pièce. Camille adressa des excuses publiques formelles à Lucas lors de la même réunion. Pas une déclaration juridique, pas une expression soigneusement nuancée de regret institutionnel, mais une reconnaissance directe qu'elle avait agi sur la base d'informations incomplètes présentées par quelqu'un en qui elle avait confiance, qu'elle n'avait pas pris le temps de vérifier avant d'agir, et que l'homme qu'elle avait fait menotter protégeait les passagers d'un système de transit qu'elle était responsable de construire en toute sécurité. Lucas déclina l'offre de l'entreprise d'un rôle de conseil formel au sein de la structure organisationnelle de Beaumont Méridien, acceptant à la place un poste de consultant auprès d'un organisme indépendant de supervision de la sécurité ferroviaire qui examinerait l'architecture reconstruite d'Étoile Nord avant son retour en service. Marc lui dit lors d'un dîner tranquille la semaine suivant les arrestations que la prochaine fois que Lucas aurait un badge dans sa poche, il pourrait le montrer avant que les menottes ne soient posées. Et Lucas répondit que les menottes s'étaient l'en révélé utiles. Chloé revint à Paris le mois où les procédures judiciaires furent formellement engagées, et elle rencontra Camille lors d'un dîner sans présence de presse et sans ordre du jour. Et Camille se retrouva à regarder une jeune femme de 19 ans qui avait de son père cette qualité d'observer une pièce avec plus d'attention qu'elle n'en montrait. 6 mois plus tard, lorsque l'examen de sécurité indépendant eut autorisé le réseau reconstruit pour des tests contrôlés, Camille étendit une invitation à Lucas pour monter à bord de la première course vérifiée. Il arriva sur le quai et demanda si elle avait vérifié l'identité de chaque passager avant l'embarquement. Elle regarda la crédentiale fédérale dans sa main, la même carte noire qui avait arrêté une pièce, retiré une paire de menottes et changé la direction d'une matinée, et dit « Juste une. J'ai arrêté le mauvais homme la dernière fois. » Les portes se refermèrent derrière eux tandis que le train s'avançait sur la voie qu'ils avaient tous 2 travaillé à rendre sûre, les emportant à travers le réseau qu'ils avaient arraché au bord du désastre, bâti désormais sur l'honnêteté là où il avait autrefois été bâti sur la dissimulation. Dans l'histoire de Camille Beaumont et de Lucas Morel se cache une leçon de vie d'une force rare, presque douloureuse. Combien de fois, dans le feu de l'instant, avons-nous condamné sans vérifier, laissé la colère ou la peur décider à notre place ? Camille, cette femme de pouvoir, a ordonné l'arrestation d'un homme innocent en quelques secondes. Elle a cru ce qu'on lui montrait, sans prendre le temps de regarder plus loin. Et pourtant, cet homme qu'elle a fait menotter était celui qui protégeait des milliers de vies. Cette scène nous rappelle avec une émotion brûlante que la vérité n'a pas besoin de crier pour exister.
Elle attend, patiente, dans le silence de ceux qui savent. Lucas a choisi de ne pas révéler immédiatement qui il était. Pas par faiblesse, par sagesse. Il savait que le vrai visage des coupables n'apparaît que lorsque l'on reste immobile face à l'injustice. Cette histoire nous enseigne que le pouvoir réel ne se trouve ni dans les titres, ni dans les bureaux au sommet des tours, mais dans le courage de chercher la vérité même quand elle menace notre confort. Combien de relations brisées, de carrières détruites, de cœurs blessés simplement parce que quelqu'un a refusé de se demander « Et si j'avais tort ?» La véritable force, c'est d'oser ralentir, d'écouter, de vérifier. Camille a eu l'humilité de reconnaître son erreur, et c'est dans cette vulnérabilité qu'elle a retrouvé sa dignité. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, dites-moi en commentaire quelle leçon vous en portez aujourd'hui. Avez-vous déjà jugé trop vite quelqu'un dans votre vie? Partagez votre expérience. Et si vous voulez que je continue à raconter des histoires qui nous qui nous rappellent l'essentiel, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez cette communauté de cœurs qui cherchent encore la vérité. Ensemble, apprenons à regarder au-delà des apparences.